Cette crise n'en est pas une. Moi, j'ai envie de dire que tout se passe comme prévu. C'est-à-dire que, en fait, la tenaille de la dette, elle tombe pas du ciel. Vous en avez décrit les mécanismes financiers, les mécanismes techniques, mais sur le plan politique, ça s'est construit avec un mode opératoire qu'on doit connaître si on veut comprendre comment en sortir. Le mode opératoire de l'endettement et de la servitude qui est liée à l'endettement, il a été longuement rodé dans les pays du tiers-monde avant de s'appliquer aujourd'hui aux pays riches. Et en fait, les États auraient besoin d'un outil dont on les a privés, qui s'appelle la création monétaire, qui est la possibilité, donc, normalement régalienne, le droit normalement régalien, c'est-à-dire réservé aux États et aux puissances publiques, de créer eux-mêmes la monnaie dont ils ont besoin. Alors, comment ça se passe? Alors, c'est encore une technique financière, mais qu'il faut connaître, que les citoyens devraient connaître absolument, pour comprendre comment on les a mis dans les pattes des marchés financiers, comment on a enfermé. Ça ne tombe pas du ciel, mais du même coup, la solution, elle découle du fait d'avoir compris ce mécanisme. Alors, je vais vous décrire, je vais faire vite parce que je n'ai pas beaucoup de temps, et il y a beaucoup de choses à dire. Mais il faut comprendre le mécanisme de la création monétaire en général, pour comprendre celui de l'endettement après. Je vais d'abord vous parler de la monnaie que nous utilisons nous tous. Quand vous allez voir un banquier pour lui emprunter de l'argent, il ne l'a pas. Et pourtant, il vous dit qu'il n'y a pas de problème. Je vous explique avec un peu de compta, j'en ai pour une minute et demie, pas plus. La banque a un bilan. À droite, c'est ce que je dois. Moi, banque, ce que je dois, comme dans n'importe quel bilan. À droite, au passif, il y a mes dettes. Et puis à gauche, il y a ce qu'on me doit. Quand vous venez voir la banque vous dit « Vous voulez 100 000 euros ? Il n'y a pas de problème. Je vous les dois. Je vous dois 100 000 euros. » Elle écrit même pas, il n'y a même pas besoin d'encre, puisque c'est électronique, mais imaginez qu'elle écrit. Elle écrit 100 000 euros à droite de son bilan. Elle dit « Je dois 100 000 euros à monsieur machin. » Et en même temps, monsieur machin me doit 100 000 euros. C'est équilibré, ce truc-là. Or, ce qu'il y a à droite du bilan d'une banque, c'est la monnaie. Les citoyens devraient savoir ça. La monnaie d'aujourd'hui, 90% de la monnaie, c'est ce chiffre que les banques écrivent au moment où vous leur empruntez. Le reste, les 10% qui restent, c'est-à-dire rien, c'est les billets et les pièces. Pratiquement toute la monnaie du monde, c'est du crédit. C'est le moment où vous venez emprunter de l'argent, la banque dit « Ok, je vous les dois, et vous me les devez ». Et ensuite, quand vous remboursez, vous remboursez, vous remboursez, vous remboursez, vous remboursez. Quand vous avez fini de rembourser, la monnaie est détruite. La monnaie apparaît quand vous empruntez, la monnaie disparaît quand vous remboursez. Super important, ça. C'est pareil pour les États. L'État pourrait, s'il le voulait, quand il a besoin d'argent pour emprunter, quand il a besoin d'argent pour construire un hôpital ou une voie ferrée, il pourrait très bien emprunter auprès de sa banque centrale. La banque centrale, c'est lui-même, c'est nous. L'État, c'est pas quelqu'un d'autre, c'est nous, hein, normalement. Si on n'avait pas perdu le contrôle de nos acteurs politiques, et c'est ça qui est en jeu, et à mon avis, c'est ça le complément, c'est-à-dire que la solution, c'est de reprendre le contrôle politique des acteurs politiques. J'y viendrai tout à l'heure. Mais normalement, l'État, c'est nous, c'est un organisme que nous créons pour nous protéger justement contre les affreux qui sont en train de nous opprimer. Et la Banque centrale aussi, c'est nous. La Banque centrale, c'est une autre institution qui devrait nous appartenir et avec lequel on devrait pouvoir créer la monnaie dont on a besoin pour financer les services publics et les investissements dont on a besoin. Comment ça se passerait si ça se passait normalement? Et comment ça se passait avant que les banquiers privés nous le volent, ce droit? Comment ça se passait? Eh bien, moi, État, ayant besoin de 100 milliards pour construire un hôpital, par exemple, ou une autoroute, peu importe, j'ai besoin de 100 milliards pour un investissement public. Je ne les ai pas parce que, avec mes impôts, j'ai déjà dépensé tout l'argent, donc j'ai besoin de plus que mes impôts. Comment je fais? Ben, je me tourne vers ma banque centrale. La banque centrale, c'est moi. Il faut comprendre que ce n'est pas les banquiers privés, ce n'est pas les marchés financiers, c'est justement là que ça se joue. Je me tourne vers ma banque centrale et je lui dis, banque centrale, j'ai besoin de 100 milliards d'euros. La banque centrale vous dit, il n'y a pas de problème, elle n'a pas l'argent, elle fait comme les banques privées avec nous. La banque centrale se tourne vers l'État, lui dit, il n'y a pas de problème, je vous dois, moi, banque centrale, je vous dois 100 000 euros, 100 milliards, ce coup-ci, je vous dois 100 milliards. Vous, État, vous me devez 100 milliards. C'est équilibré, pas de problème. Et ensuite, quand on rembourse sans intérêt. Tout se joue là. Tout est là. On rembourse sans intérêt. C'est-à-dire que quand j'emprunte 100 milliards à ma banque centrale,
du temps où je pouvais le faire, puisqu'aujourd'hui c'est ça qui est interdit, et c'est ça que nous ignorons, alors que c'est ça la clé de l'endettement, la clé de notre servitude au marché financier, c'est d'avoir abandonné la création monétaire, c'est d'avoir abandonné le droit pour les États d'emprunter auprès de leur banque centrale sans intérêt. C'est la loi Pompidou. Hein, en France, c'est la loi Pompidou-Rothschild en 1973, mais aux États-Unis, c'est pareil. En fait, ça se passe comme ça dans tous les pays du monde, hein, dans beaucoup de pays. Si j'emprunte 100 milliards, avant que des félons, des traîtres me privent de ce droit, j'empruntais auprès de ma banque centrale, j'empruntais 100 milliards, je remboursais, sur 20 ans, je remboursais 100 milliards. En euros constants, mais je remboursais 100 milliards. Ça ne m'avait pas coûté d'intérêt. Ce que, en 1973, le président de la République, Pompidou, et son ministre des Finances, Giscard d'Estaing, je ne sais pas comment ça s'est passé, je ne sais pas si ça s'est passé, je ne connais pas la situation en Suisse. Ce qui s'est passé en France, c'est que l'État, en fait, pas l'État, des humains, en chair et en os, certains humains, des traîtres absolus, des traîtres, des gens qui nous représentaient, qui devaient nous défendre, ont décidé qu'à partir d'aujourd'hui, en 1973, l'État ne peut plus emprunter auprès de sa banque centrale. Pour un citoyen normal, c'est incompréhensible. Personne ne peut comprendre ça. L'État ne peut plus emprunter auprès de sa banque centrale, et alors? Qu'est-ce que ça peut me faire? C'est super important, c'est ce moment-là. Qu'est-ce que ça veut dire en clair? Quand l'État ne peut plus emprunter auprès de sa banque centrale, ça veut dire qu'il faut qu'il emprunte auprès des marchés financiers, auprès de ceux qui ont de l'argent. Contre-intérêt. Et contre-intérêt, évidemment. Voilà. C'est-à-dire que quand vous empruntez 100 milliards au marché... engraisser les investisseurs. Voilà. Exactement. Mais c'est les mêmes, si vous voulez. Pompidou était le directeur de Rothschild avant d'être président de la République. Et ce n'est pas un détail. On voudrait nous faire croire que c'est une coïncidence ou qu'on est antisémite quand on dit ça. Bullshit. C'est pas possible que ce soit une coïncidence. La principale banque à laquelle l'État français s'est mis à emprunter, c'est à la banque Rothschild, suite à cette loi. Exactement. Absolument. Alors, pas seulement, mais... C'est pas mal comme client, l'État français. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que la servitude des États au marché financier, l'asservissement des États au marché financier est le résultat d'une première décision politique. Ce n'est pas la seule, vous savez, il y a une suite. Une première décision politique qui consiste à le priver de la création monétaire. C'est-à-dire que quand il a besoin d'argent, l'État va devoir emprunter auprès de ceux qui ont de l'argent, moyennant un intérêt. C'est une première pince de la tenaille. Mais à elle seule, elle ne suffit pas, parce que si l'État est raisonnable, s'il ne dépense que ses impôts, s'il ne décide pas de dépenser plus d'argent que ses impôts, il pourrait, et à ce moment-là, il n'a pas besoin de monnaie, donc il n'a pas besoin d'emprunter auprès des marchés financiers, il pourrait très bien, cette pince de la tenaille ne suffit pas. La pince de la tenaille ne suffit pas à créer la dette. Mais elle est, vous allez voir, elle fait partie de l'étranglement. La deuxième pince, c'est d'endetter l'État. C'est de lui faire dépenser plus que ce qu'il ne gagne, plus que les impôts. Mais c'est majeur, ça. C'est-à-dire que les parlementaires qui, aujourd'hui, ils se foutent de notre gueule quand ils viennent nous dire... Je ne devrais pas dire ça. Les parlementaires se fichent de nous quand ils disent aujourd'hui « Nous avons vécu au-dessus de nos moyens depuis 40 ans. » Mais c'est une blague. C'est eux qui ont voté des budgets en déséquilibre. C'est eux qui ont voté des budgets en déséquilibre depuis 40 ans. Et c'est chaque déséquilibre, chaque année, qui crée la dette. Et chaque année, alors le premier emprunt qui nous a ruiné, c'est l'emprunt Giscard, où on a remboursé beaucoup plus que ce qu'on avait emprunté. C'est une première catastrophe. Mais l'endettement de la France était insignifiant avant 1973, et puis comme par hasard, à partir de 1973, l'endettement est apparu, et puis il a gonflé jusqu'à être aujourd'hui à plus de 1600 milliards. 1600 milliards de dettes qu'on ne remboursera jamais. C'est irremboursable une somme pareille. D'ailleurs, on n'a jamais même commencé à rembourser. Pour l'instant, on n'a remboursé que les intérêts. Ce qui les intéresse, c'est les intérêts. Ceux qui décident ça, ceux qui ont convaincu, avec je ne sais pas quel argument, Pompidou et Giscard d'Estaing, de prendre cette décision inique. Et ceux qui ont convaincu ensuite les parlementaires, de gauche comme de droite, de voter des budgets en déséquilibre et donc de fabriquer la dette de toutes pièces, ces gens-là n'ont pas un intérêt au remboursement du capital, ils ont un intérêt à ce qu'on paye les intérêts. C'est ça leur intérêt à eux, c'est que nous payons les intérêts. Ils se foutent pas mal du remboursement du capital. Enfin, ils s'en foutent pas du tout, mais c'est pas ça l'objectif. Le système pourrait durer la longueur d'une vie, le temps qu'il soit mort. Je veux dire, eux, ce dont ils vivent tous les jours en ce moment, tous les ans, c'est du remboursement de l'intérêt. Or, il se trouve qu'aujourd'hui, on en est rendu à un point, en France en tout cas, je ne sais pas où c'en est pour la Suisse, j'aurais dû me renseigner peut-être là-dessus,
Non, mais la Suisse a 60% de taux d'endettement, entre 40 et 60% ces 60% du dernières PIB? années. Oui, elle est très faiblement endettée grâce au frein à l'endettement que Merkel préconise maintenant pour toute la zone euro. Et donc là, on est bon pour ça. On n'a pas Non, mais attends, eu enfin, recours au même niveau d'endettement que l'Europe. je n'arrive pas à croire. Ils prétendent que c'est par facilité que les élus ont laissé filer la dette. Ils disent ça. Ils disent les élus ont laissé filer la dette et c'est du clientélisme, c'est de l'électoralisme, c'est pour ne pas être impopulaire et pour être élu. J'en crois pas un mot. Voilà. Je leur ferai un procès d'intention. Je sais que je me trompe peut-être. C'est juste pas crédible. Voilà, c'est pas possible. C'est trop. Je veux dire, l'intérêt de ceux qui font élire les élus. Les élus ne sont pas élus tout seuls. Et ça va être la deuxième partie de ce que j'ai à vous dire. Parce que tout se tient sur ce moment essentiel de la campagne électorale, du financement de la campagne électorale, qui rend les élus débiteurs de ceux qui ont financé la campagne électorale. Et ce n'est pas vous et moi qui avons financé la campagne électorale. Hein. Ce sont des gens ultra riches, les mêmes qui prêtent à l'État endetté. Et bon, c'est peut-être une coïncidence. C'est peut-être une coïncidence que ceux qui ont permis d'élire les élus soient les mêmes qui prêtent à un État endetté jusqu'au cou par les élus qui ont voté les budgets en déséquilibre. C'est peut-être une coïncidence. Je ne le crois pas. On dit souvent que juste après l'Italie, il y a la France. C'est faux? C'est pas tout à fait exact. Dans la spéculation, peut-être. Vous savez que tout ça est manipulé, ça, je le dis à votre bon? Naturellement. On est manipulé. Bon, on est complètement manipulé. Par Oui, qui? vous le dites, j'espère, le matin. Vous avez des banques, vous avez dans le monde des banques et des officines dont le travail est d'organiser la spéculation en Europe. Elles sont américaines en général, elles sont pas européennes, et c'est leur travail. Le matin, on dit quelle bonne action. D'ailleurs, vous avez pu le voir, parce que quand on avait à peu près réglé le cas de la Grèce, à peu près, jusque-là, personne ne parlait de l'Italie. Quand on a réglé le problème de la Grèce, on dit qu'est-ce qu'on peut faire? On va prendre le suivant, on va s'attaquer à l'Italie. Et comme on voit que l'Italie, peut-être, ça sera un peu dur, on dit quel sera le suivant? La France, et ainsi de suite. Et qu'est-ce que vous en pensez? Parce que quand vous voyez comment ça marche, la création monétaire, mais il y a de quoi descendre dans la rue et foutre le bordel, un bordel noir. Enfin, c'est incroyable. Le cas caricatural, c'est les Américains. Les Américains, avant 1913, ils avaient une banque centrale, mais qui était encore sous contrôle des citoyens, plus ou moins. Et puis, ils n'avaient pas d'impôt sur le revenu. Ils n'avaient pas d'impôt sur le revenu. La même année, 1913, alors je veux dire, ils peuvent marquer cet anniversaire d'une pierre noire. La même année, les banquiers privés, 5 banquiers, ont réussi avec des manœuvres qui sont... Vraiment, il faut lire ça, quoi. C'est passionnant, il faut lire ça. Il y a 2 gars qui ont enquêté toute leur vie sur le sujet et qui ont retracé ça méticuleusement. C'est passionnant. 5 banquiers qui ont réussi à obtenir que quand l'État américain a besoin d'argent, il n'y a pas de problème. C'est nous, les banquiers privés, qui allons lui donner, qui allons lui prêter, avec un intérêt de 6%. Depuis, alors ils n'étaient pas endettés à l'époque, du tout, les États-Unis n'étaient pas endettés. Aujourd'hui, la Fédérale Réserve, alors ils ont décidé de s'appeler Federal Reserve pour que ça ne sente pas. La banque centrale privée, les Américains ne voulaient pas de banque centrale, ils ne voulaient pas la domination de Wall Street, ils ne voulaient pas, ils savaient que c'était dangereux, ils n'en voulaient pas. Et ils ont fait un truc malin, ils ont dit on va l'appeler Federal Reserve. Mais ils ont gobé ça, ils ont voté ça à Noël à l'arrache. Ils se sont fait enfumer. Et alors depuis, la dette ne fait que grimper, mais grimper. Et la même année, ils ont inventé l'impôt sur le revenu. C'est le même président Wilson qui a mis en place les deux. Et l'impôt sur le revenu, écoutez, je ne sais pas si ça a été conçu comme ça, mais on dirait que ça, tout se passe comme si, et c'est comme pareil en France, hein, plus tard, mais pareil en France. Tout se passe comme si, premier temps, je commence par
endetter l'État à mon endroit. Moi, banquier, je commence par faire que l'État me doive de l'argent. Et ensuite, pour que l'État ait de l'argent, je fabrique un nouvel impôt qui va servir à financer cet argent-là. Et finalement, je fais bosser les Américains pour moi, quoi, hein, et moi, je continue à faire rien d'autre que m'acheter mon yacht, mon machin, comme Veblen disait. Mais attendez, c'est que ça marche vachement bien. Et finalement, l'impôt sur le revenu, il prend tout le service de la dette aux États-Unis. C'est-à-dire que toute la masse monétaire des États-Unis, qui est de la dette, évidemment, il faudra qu'on prenne le temps d'expliquer ça, la monnaie, c'est de la dette. De la dette de l'État ou de la dette de la banque, mais c'est que de la dette. En France, c'est pareil. Tout ce que vous payez en impôt sur le revenu, 100% de ce que vous payez, ne sert pas à faire marcher les hôpitaux, les écoles, les services publics. Pas du tout, du tout. Ça part tout dans le service de la dette, c'est-à-dire que ça part dans les poches des riches qui ont prêté à l'État, parce que l'État a renoncé à créer lui-même la monnaie dont il a besoin. L'État, c'est l'État. Nous, en fait, nos représentants, en fait, des félons, des traîtres ont obligé l'État, nous ont obligés à nous endetter auprès d'acteurs privés, donc des gens qui, par définition, ont de l'argent. S'ils peuvent nous prêter, c'est qu'ils ont de l'argent. À nous endetter auprès de ces gens-là, en leur payant un intérêt. Et cet intérêt, alors il a grandi depuis 1973. Et si vous regardez les déficits, alors les déficits de chaque année, ils sont égaux au service de la dette. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas la dette, on serait resté à peu près, grosso modo, on serait resté à peu près à l'équilibre, à peu près. C'est-à-dire qu'en fait, le déséquilibre, c'est la formation de la dette et le service de la dette, pas le remboursement. C'est inaccessible le remboursement, ça fait trop d'argent. Le service de la dette, juste les intérêts, l'État le prend par l'impôt sur le revenu et le donne aux riches. Mais c'est incroyable qu'on accepte un système pareil. C'est juste incroyable qu'on accepte. C'est incroyable qu'on appelle représentants des gens qui sont capables de nous trahir au dernier degré comme ça. Quand vous faites les milliards et que vous regardez ce qui nous manque pour la Sécu, vous regardez ce qui nous manque pour la retraite, vous regardez ce qui nous manque pour EDF, GDF, tous les services publics, mais attendez, mais vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez tout ce qu'il faut.